Merci Monsieur Aubriot. Je tiens à remercier Fering de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui effectivement de l'HCG et de ses rôles dans l'implantation embryonnaire. Alors, l'histoire de la reproduction est une histoire passionnante et étonnante parce que les avancées de l'obstétrique nous ont permis de connaître la fin de l'histoire. Les avancées faites en procréation médicale nous ont permis de connaître le tout début de l'histoire, mais en 2008, il persiste toujours un mystère au milieu, et ce mystère est le sujet de recherche de toute une série de laboratoires de recherche fondamentale, et c'est l'étape d'implantation embryonnaire qui reste encore non résolue en 2008. Alors pourquoi étudier l'implantation embryonnaire ? Eh bien, en clinique, on voit l'intérêt direct, puisque sur 100 patientes qui vont consulter dans nos centres de procréation médicale, on obtiendra une fécondation dans plus ou moins 90% des cas. Un transfert embryonnaire pourra être réalisé dans 80 à 85% des cas, mais seuls 20 à 25% de grossesses pourront être observées, et l'implantation embryonnaire demeure la boîte noire de la reproduction, et le fait de la complexité du dialogue qui s'établit entre l'endomètre et l'embryon est une explication à ce déficit d'implantation. Alors, une meilleure connaissance des étapes de l'implantation embryonnaire chez l'humain nous permettrait bien évidemment d'améliorer nos pourcentages de grossesse en procréation médicale, mais nous permettrait également de mieux diagnostiquer et traiter les patientes qui sont en échec d'implantation, mais également, de façon plus générale, les patientes qui présentent des fausses couches itératives, des retards de croissance intra-utérins, des pathologies de l'implantation comme la prééclampsie, et donc mieux connaître l'implantation nous ouvre d'importantes portes thérapeutiques en obstétrique. L'implantation embryonnaire nécessite donc deux acteurs principaux. Tout d'abord l'embryon, et nous verrons que les conditions requises pour pouvoir avoir un embryon compétent sont tout d'abord le développement normal et harmonieux d'un follicule, avec l'ovulation d'un ovocyte mature, de bonne qualité, avec fécondation de cet ovocyte par un spermatozoïde normal, peu fragmenté au niveau de son ADN, et également la nécessité d'un développement embryonnaire précoce tout à fait harmonieux. Par ailleurs, l'utérus va, sous contrôle hormonal, subir des variations cycliques, avec apparition d'une notion extrêmement importante qui est la notion de fenêtre implantatoire, car au cours de cette fenêtre implantatoire, qui est une période de réceptivité maximale de l'endomètre pour l'implantation embryonnaire, eh bien, cette implantation va pouvoir se faire. Alors, l'implantation s'effectue en 3 étapes. Tout d'abord, une étape d'apposition, suivie directement d'une étape d'adhésion, où il va y avoir des interactions physiques entre le trophoblaste et l'épithélium endométrial, et ensuite l'étape d'invasion trophoblastique et d'enfouissement de l'embryon dans l'endomètre. Alors que l'implantation embryonnaire pourrait se produire dans n'importe quel tissu du corps humain, dans l'endomètre, cette implantation ne peut se produire qu'au cours d'une fenêtre de réceptivité stricte et finement contrôlée, qu'on appelle la fenêtre implantatoire, et elle s'établit entre le jour 20 et le jour 24 d'un cycle menstruel normal. Et au cours de cette fenêtre implantatoire, l'endomètre va présenter une réceptivité maximale au dialogue et aux signaux libérés par l'embryon en phase d'apposition. Alors, ce dialogue materno-fœtal, il n'est pas simple. Il y a une multiplicité de facteurs qui vont participer au succès de cette implantation, et ces facteurs sont de différentes origines. Et à l'heure actuelle, nous ne connaissons toujours pas l'implication individuelle de chacun de ces facteurs, ni l'implication des mécanismes de compensation qui ont été établis au fur et à mesure du développement. Par ailleurs, une notion extrêmement importante, c'est que ce dialogue est totalement inaccessible in vivo chez l'humain.
On ne peut pas, à l'heure actuelle, enfin, de façon éthique, aller biopsier un embryon en phase d'apposition ou d'adhésion ou d'invasion. Alors, on a des modèles des interruptions de grossesse, mais là, on se situe bien au-delà de ces premières phases cruciales de l'implantation. Or, on sait que il y a des influences réciproques de l'embryon et de l'endomètre qui sont extrêmement importantes. Donc étudier l'embryon seul ou l'endomètre seul ne nous donne qu'une toute petite partie de l'iceberg, et ce dialogue est totalement inaccessible aux chercheurs. Alors, parmi les nombreux médiateurs de ce dialogue, on retrouve des hormones, on retrouve des cytokines qui sont les molécules de dialogue intercellulaire. On a également toute une série de facteurs qui interviennent dans l'immunologie, la tolérance de cet allogreffe fœtal. Mais parmi ces nombreux médiateurs du dialogue, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'HCG. Alors pourquoi l'HCG ? Eh bien parce qu'à l'heure actuelle, le seul marqueur que nous ayons du succès d'une implantation, c'est l'implantation elle-même et la production d'HCG détectée donc au cours du test de grossesse. Alors l'HCG, c'est l'hormone embryonnaire par excellence. Donc elle est spécifique de l'embryon, elle est transcrite dès le stade 8 cellules et la production débute par l'embryon avant même l'implantation. L'HCG est présent dans le sérum donc 10 jours après l'ovulation, et vous connaissez bien évidemment son rôle endocrine dans la survie du corps jaune. Cependant, les données récentes de la littérature nous montrent que, à côté de ce rôle endocrine, il y a un rôle local de l'HCG lors des premières phases de l'implantation, et notamment un impact de cet HCG dans l'implantation elle-même. Si l'on fait une microdialyse d'HCG en phase lutéale tardive chez les patientes, on peut observer qu'il y a une augmentation de toute une série de facteurs qui interviennent dans la définition bien qu'imprécise, de la fenêtre implantatoire, et cet HCG interviendrait en retardant la réaction déciduale, donc en augmentant la période au cours de laquelle l'endomètre est réceptif à l'embryon. Lorsqu'on prend des cellules déciduelles et qu'on les traite avec de l'HCG, on a également donc une inhibition de ces marqueurs de décidualisation que sont l'IGF-BP et l'IGF-1, et donc de nouveau on a une régulation de l'invasion trophoblastique, un retard dans le contrôle maternel de cette invasion trophoblastique. L'HCG stimule également des métalloprotéases et les inhibiteurs de ces métalloprotéases au niveau endométrial. Donc tous ces facteurs vont favoriser vraiment l'implantation et l'invasion trophoblastique en réduisant les barrières maternelles. Par ailleurs, on peut observer également que l'HCG, en association avec une autre molécule que l'on appelle l'interleukine 1 bêta, induit une augmentation de l'expression d'hétérophénine par les cellules endothéliales, et ça interviendrait au niveau des premières phases d'adhésion au niveau de l'épithélium endométrial, qui est la première barrière finalement rencontrée par l'embryon au cours de son implantation. Il y a également activation de toute une série de gènes qui ont été démontrés comme jouant un rôle important dans l'implantation, plus particulièrement dans des implantations murines. On observe également que l'HCG induit une réduction de la contractilité des cellules musculaires lisses. Donc là, de nouveau, on retrouve ce facteur pro-implantatoire et ce rôle favorisant vraiment l'anidation de l'embryon. Par ailleurs, l'HCG joue également un rôle important dans l'angiogenèse. Or, on sait que la placentation nécessite une angiogenèse active. On sait que les récepteurs de l'HCG sont présents au niveau des cellules endothéliales, des cellules musculaires lisses, des artères spiralées au niveau utérin. On sait également que l'HCG induit une réduction des résistances vasculaires utérines, et que cet HCG est proposé de façon récente comme un facteur pro-angiogène assez important, et je vous montrerai les résultats que nous avons obtenus à l'Université de Liège concernant cet effet pro-angiogène de l'HCG.
Par ailleurs, la notion d'implantation embryonnaire va de pair avec la notion de tolérance de l'allogreffe fœtale, qui est indispensable au maintien de la grossesse. Si cette tolérance n'est pas établie, la fausse couche se produira. Eh bien, cet HCG va également intervenir dans l'établissement de cette tolérance, favorisant l'implantation de l'embryon. Et un exemple particulier est que l'HCG va, dans les souris non obèses, diabétiques non obèses, donc les souris NOD, induire un retardement de l'apparition du diabète. Or, le diabète est un processus immunitaire lié aux cellules T de type TH1 et on sait que l'établissement d'une grossesse nécessite un équilibre adéquat entre la réponse immunitaire de type TH1 et la réponse immunitaire de type TH2 avec un équilibre en faveur plutôt du TH2. Et donc le fait que l'HCG favorise ce déséquilibre vers le TH2 favorise également l'implantation. Alors donc à l'Université de Liège, nous sommes particulièrement intéressés à ces rôles paracrines de l'HCG, donc ça veut dire c'est ce rôle local, donc on n'est pas dans le rôle endocrinien qu'on peut avoir, comme mon collègue Johan Smith va vous expliquer, donc on n'est pas dans le domaine du rôle endocrine, mais vraiment au niveau local, lorsque l'embryon arrive au contact de l'épithélium endométrial. Nous avons pu observer que en présence d'HCG, l'épithélium endométrial va produire toute une série de molécules qui vont favoriser l'implantation et notamment le Leukemia Inhibitory Factor que vous connaissez peut-être parce qu'il y a un petit historique pour ce LIF. Il a été démontré dans les années 80 que le LIF était primordial pour l'implantation chez la souris. Alors voilà, ça a ouvert la porte de toute une série de recherches sur ce facteur. Il s'avère que dans l'implantation humaine, les choses sont un petit peu plus complexes et que ce LIF a un rôle un petit peu moins primordial que chez la souris. Quoi qu'il en soit, ce Leukemia Inhibitory Factor est une molécule qui favorise et qui aide l'implantation et qui est produite, qui intervient dans le dialogue materno-fœtal. On a pu observer également que l'HCG induit la production de VEGF par l'épithélium endométrial et que l'HCG, ça je vais vous le montrer directement après, a également un effet angiogène direct au niveau des vaisseaux. Donc non seulement l'HCG favorise l'angiogenèse directement sur les vaisseaux, mais également de façon indirecte en induisant une production massive de VEGF qui est le facteur angiogène principal, le plus puissant. Et ce VEGF épithélial va en cascade favoriser l'angiogenèse que l'on observe au niveau de la placentation et au niveau de l'invasion trophoblastique. Par ailleurs, l'HCG induit également une réduction de la production de l'interleukine 6, qui est une molécule immunoactivatrice et permettre ainsi de réduire la réaction immunitaire endométriale. Alors donc ça, ce sont les résultats concernant le VEGF et donc on peut voir qu'on observe une production importante de ce VEGF par l'épithélium endométrial. Alors, ces résultats sont les résultats de l'effet direct de l'HCG au niveau de l'angiogenèse, avec un modèle d'anneau d'aorte, où l'on peut observer que lorsque l'on met le VEGF, on a une augmentation du nombre de branchements et de la longueur des vaisseaux. Lorsque on traite ces anneaux d'aorte avec de l'HCG, on observe de nouveau une activation de l'angiogenèse, donc par rapport au contrôle. Et alors, de façon intéressante, lorsqu'on met de l'HCG plus du VEGF, on a un effet synergique sur l'angiogenèse. Et donc, on retrouve un petit peu ce que l'on pourrait trouver dans l'endomètre, c'est que on a une production d'HCG par l'embryon, on a une production de VEGF massive par l'épithélium endométrial et un effet synergique en aval sur l'angiogenèse au niveau des vaisseaux endométriaux. Ceci est un autre modèle de membrane chorioallantoïde de poulet où l'on peut également observer une stimulation de l'angiogenèse sous l'effet d'HCG.
Alors on peut observer que les cellules endothéliales expriment le récepteur de l'HCG et que cet HCG induit la prolifération des cellules endothéliales, donc qui est indispensable fatalement au processus d'angiogenèse. Alors, face à cette activité biologique de l'HCG, nous sommes plus particulièrement intéressés au récepteur de cette molécule qui est le LHR. Alors, il y a un petit problème de décalage, on l'a dit. Alors, plus particulièrement, nous avons étudié l'expression de ce récepteur au niveau de l'endomètre humain et comme malheureusement l'étude de l'implantation embryonnaire chez l'humain a ses limites éthiques, je vous ai souligné en début d'exposé, nous nous intéressons maintenant à un modèle de souris et je vous exposerai les premiers résultats que nous avons observés. Alors, quel est le rôle de ce système HCG, de ce récepteur au moment de l'implantation ? Il n'est pas encore connu. Donc, est-ce que l'HCG, en plus d'agir au niveau de l'angiogenèse, intervient également dans les étapes d'apposition et d'adhésion? Je n'aurai pas la réponse malheureusement à cette question aujourd'hui. J'espère l'avoir un jour. Et quelle est la régulation de ce récepteur de l'HCG au niveau endométrial? Est-elle la même qu'au niveau gonadique? Je n'ai pas non plus la réponse et c'est ce à quoi nous nous intéressons pour le moment. J'espère pouvoir un jour vous exposer ces résultats-là. Alors, le récepteur de l'HCG est un récepteur qui fait partie de la famille des récepteurs couplés aux protéines G. Il est constitué d'une portion extracellulaire assez importante et d'une portion transmembranaire constituée de 7 boucles. L'expression principale est bien évidemment gonadique, mais bien que des controverses étaient présentes au tout début de son étude, il est bien établi maintenant que le récepteur de l'ALH est également présent au niveau extragonadique. Et effectivement, sur des biopsies d'endomètre humain, on peut observer que ce LHR est présent de façon fort importante au niveau de l'épithélium, aussi bien en phase proliférative qu'en phase sécrétoire. Et donc ce marquage ici en dessous en rouge est un anticorps anticytokératine qui va mettre en évidence le caractère épithélial des cellules qui sont marquées ici au-dessus. Alors les petits points bleus, vous voyez, c'est le DAPI, ça c'est un marqueur qui va colorer les noyaux cellulaires. Alors ici c'est une autre expérience dans laquelle nous avons pris des cellules épithéliales d'endomètre isolées, cette fois-ci que nous avons incubé avec de l'HCG marqué avec un marqueur fluorescent et nous avons pu observer effectivement que l'HCG est capable de se lier aux cellules épithéliales d'endomètre et la nature épithéliale est confirmée par de nouveau ce marqueur anticytokératine et vous avez ici le double marquage où on voit le marquage anti-LHR additionné au marquage anticytokératine. Alors, l'endomètre exprime le récepteur de l'HCG au niveau de l'épithélium, au niveau du stroma, au niveau du tissu entier également, aussi bien en phase proliférative qu'en phase sécrétoire. Alors, nous nous sommes intéressés à la quantification de cette expression du récepteur au cours du cycle, puisque la PCR, le résultat que je vous ai montré ici, même si on a l'impression que lorsqu'on compare la phase proliférative à la phase sécrétoire, on a l'impression que la bande est plus grosse, mais ce n'est pas une technique quantitative, donc on ne peut pas se baser là-dessus. Et nous avons quantifié ce récepteur au cours du cycle et nous avons pu observer qu'autour de l'ovulation et autour de l'implantation, donc en mi-phase sécrétoire, le niveau d'expression du récepteur de l'ALH est beaucoup plus important et donc l'endomètre est capable, et particulièrement l'épithélium, ici ce sont des cellules épithéliales isolées, et bien que cet épithélium va présenter au cours de la fenêtre implantatoire le récepteur au signal spécifique de l'embryon. Alors, en collaboration avec le laboratoire de la Muette, des biopsies ont été réalisées chez des patientes en cours de traitement, enfin avant le cycle, avant un traitement de fécondation in vitro. Et alors, nous avons observé les pourcentages de grossesse
en fonction du niveau d'expression du récepteur de l'HCG. Alors il faut savoir que ce récepteur de l'HCG, il n'est pas exprimé de façon massive, hein. Il est exprimé, les niveaux de base sont faiblement exprimés parce qu'il est destiné à répondre à des niveaux de production d'HCG qui sont extrêmement faibles, qui sont locales entre le trophoblaste et l'épithélium. Eh bien, nous avons pu observer que dans le groupe des patientes qui ont été enceintes suite au traitement de fécondation in vitro, le niveau d'expression du récepteur de l'ALH était également plus important. Alors, les perspectives, c'est que l'HCG donc produit avant même l'implantation, donc au moment de l'entrée du blastocyste dans la cavité utérine, et que l'épithélium, qui est la première barrière rencontrée, est capable de répondre à ce signal. Qu'en plus de ça, ce récepteur est présent de façon importante au moment où l'embryon est censé s'implanter, avec le plus de succès, donc au moment de la fenêtre implantatoire. Mais, comme je vous ai dit, ces interactions entre l'HCG et le récepteur sont inexplorables in vivo chez l'humain, d'où l'intérêt de transposer dans un modèle animal. Alors, nous sommes intéressés au modèle de la souris. Comme vous le savez, l'HCG est une hormone typiquement humaine, donc la première phase pour justifier la transposition au modèle de souris, qui n'est pas un modèle parfait. Le modèle parfait serait le modèle humain, mais voilà. Donc on a transposé au modèle murin. Et nous avons pu observer que l'embryon de souris produit un signal de type LH. Donc le blastocyste de souris produit un signal de type LH au moment de son implantation, et que l'endomètre de souris exprime le récepteur de la LH de façon extrêmement importante au moment de l'implantation chez la souris. Donc on retrouve un dialogue possible entre la LH et le LHR dans l'endomètre murin. Alors, ce modèle pourrait nous aider à obtenir des informations sur le rôle de ce système HCG ou LH et de son récepteur dans l'implantation. Et donc, d'autres équipes ont développé des modèles de souris knockout, qui sont des souris dans lesquelles on a inactivé le récepteur de l'HCG de façon totale. Alors, bien évidemment, ces souris ne sont pas cyclées, puisque l'inhibition du LHR a lieu également au niveau gonadique. Mais ces souris KO, lorsqu'on les substitue avec un traitement hormonal, vont récupérer un développement de l'utérus et des ovaires quasi identique aux souris sauvages. Alors, lorsque l'on utilise donc les souris KO, que l'on les ovarectomise et qu'on donne un traitement de substitution, et puis qu'on transfère des blastocystes, eh bien, on a pu observer qu'on n'arrivait pas à restaurer l'implantation. Donc, même si le développement de l'utérus est plus ou moins identique à la souris sauvage et qu'on a substitué le déficit en oestrogène et en progestérone lié au phénotype de la souris knockout, eh bien, malgré cela, on n'obtient pas de grossesse lorsqu'on transfère des embryons. Alors que lorsqu'on fait la même chose sur les souris wild type, après traitement de substitution, lorsqu'on les ovarectomise, eh bien, l'implantation est restaurée de façon tout à fait adéquate. Alors, d'autres études ont été réalisées sur les souris KO, et au lieu de les substituer au niveau hormonal, eh bien, il a été réalisé une transplantation orthotopique des ovaires. Donc, les souris KO ont été ovarectomisées, les souris wild type ont été ovarectomisées. Alors, les ovaires normaux ont été transférés à la souris KO, et les ovaires KO ont été transplantés à la souris normale au niveau utérin. Et on a pu observer, on a essayé, enfin pas moi, mais d'autres équipes ont essayé d'observer si on parvenait à restituer une grossesse. Et le gros problème, c'est qu'on a des controverses concernant les résultats. Donc, il y a deux équipes principales qui travaillent sur ces souris KO, avec deux modèles d'inhibition totalement différents. Alors, avec un modèle d'inhibition qui est une inhibition incomplète du récepteur, des grossesses ont pu être obtenues.
tandis qu'avec une inhibition complète du récepteur, l'équipe de Stuttgart n'a pas pu observer des grossesses. Donc on n'a toujours pas la réponse. Est-ce que ce dialogue HCG-LHR est primordial ou joue un rôle clé dans l'implantation? La question reste toujours ouverte, donc il va falloir s'y intéresser par d'autres méthodes, et c'est ce que nous allons essayer de faire dans les années à venir. Donc en conclusion, l'implantation est un processus complexe et toujours en 2008, même si les techniques ont évolué et que de plus en plus de techniques de la génomique, de la protéomique sont à notre disposition, eh bien on se rend compte que le mécanisme de l'implantation est de plus en plus complexe, et il devient de plus en plus complexe au fur et à mesure que nos connaissances s'agrandissent sur le compartiment maternel, que ce soit l'endomètre ou le follicule, on verra directement après, que ce soit nos connaissances de l'embryon, du développement embryonnaire, des signaux qu'il produit, ou de nos connaissances qui malheureusement à l'heure actuelle sont toujours limitées, du dialogue materno-fœtal. Il est clair que l'HCG a un impact positif sur l'implantation et l'angiogenèse. Maintenant, vous dire exactement quels sont les mécanismes de régulation de ce rôle positif de l'HCG, c'est toujours en cours d'évaluation. On sait que le récepteur de ce signal spécifique dans l'embryon augmente au moment de l'implantation et pourrait jouer un rôle dans les premières phases de l'implantation. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup de cette communication. Bien sûr, on va lancer quelques questions. Je voudrais juste vous en poser deux. Est-ce qu'effectivement, tout ce qui est fait sur le modèle animal peut être transposé à la femme, puisque chez la femme, on ne peut pas étudier ce dialogue entre l'embryon et l'endomètre? Et d'autre part, est-ce que ce serait saugrenu de rajouter un peu d'HCG dans le milieu de transfert pour augmenter le taux d'implantation? Alors, tout d'abord la première question. Bien évidemment, le meilleur modèle pour étudier l'humain reste l'humain. Alors, le modèle de souris est un modèle facile parce que la reproduction est extrêmement facile, les grossesses sont saines, donc c'est un modèle couramment utilisé, c'est facile de faire des inhibitions de gènes, mais ça reste un modèle imparfait qui est différent du modèle humain. Alors, bien évidemment, on ne peut pas transposer ce qui se passe chez la souris à ce qui se passe chez l'humain, ou chez le bovin à ce qui se passe chez l'humain, mais à l'heure actuelle, c'est la seule chose que nous ayons. Alors, l'HCG pourrait être étudié chez le primate, elle pourrait être étudiée chez le cheval parce qu'il y a une hormone chorionique gonadotrope équine qui a été décrite. C'est vrai que jusque maintenant, on ne s'était pas vraiment intéressé à la production d'LH par l'embryon de souris. Il n'y a pas de test de grossesse de souris, mais voilà, on est bien obligé de passer par un modèle plus simple pour déterminer quelles sont les étapes importantes. Et puis vérifier après si ces étapes importantes peuvent être transposées chez l'humain. Alors c'est vrai qu'on a un exemple qui est l'exemple du Leukemia Inhibitory Factor où il y a eu un engouement sur ce livre parce qu'il était primordial dans l'implantation chez la souris, et puis qu'il y a eu déception lorsqu'on s'est rendu compte que chez l'humain il n'avait pas un facteur. Bien évidemment, on retrouve des mutations du livre dans la population infertile, mais ce n'est pas l'incidence de ces mutations ne sont pas suffisantes que pour entrer dans. Puis il y en a qui ont essayé de traiter avec du livre. Donc il faut toujours être prudent dans la transposition des modèles. Et je le redis, le meilleur modèle pour étudier l'humain reste l'humain. Mais voilà. Alors, donner de l'HCG dans les milieux de transfert. Le problème, comme je vous ai dit, c'est que le niveau d'expression du récepteur de l'ALH les niveaux d'expression au niveau de l'endomètre sont extrêmement faibles, qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas en mesure de vous dire comment il est régulé. Est-ce qu'une production faible d'HCG va augmenter l'expression du récepteur dans l'endomètre? Mais il est possible, et c'est ce qui se passe au niveau gonadique, que des niveaux très élevés d'HCG induisent une réduction. Donc, je ne sais pas si ce qui se passe dans l'endomètre est transposable à ce qui se passe au niveau de l'ovaire. Donc ça, c'est sur quoi je me penche à l'heure actuelle. C'est comment ce récepteur endométrial est régulé. Est-ce que c'est la même chose que dans l'ovaire ou est-ce que c'est totalement différent?
Alors, il faut savoir que si vous le faites au niveau du transfert, vous avez un déclenchement de l'ovulation avec des taux extrêmement importants d'HCG. Est-ce que le niveau endocrine surpasse le niveau local? Je ne sais pas vous dire non plus. Est-ce que l'HCG que vous avez retrouvé au niveau sérique va avoir une interférence sur l'expression endométriale? Donc ça, ce sont des choses, je pense qu'avant de tester, il faut voir comment c'est régulé. Ce qu'on sait dire, par contre, c'est quand on fait des transferts multi-embryonnaires, même si vous avez un embryon qui n'est pas de bonne qualité, le fait d'avoir un deuxième embryon peut favoriser l'implantation du bon embryon. Donc là, est-ce que c'est l'HCG? Est-ce que c'est d'autres molécules embryonnaires? On rentre dans cet océan de molécules qui interviennent dans le dialogue materno-fœtal. Alors, moi, je préférerais que ce soit l'HCG, bien évidemment. Est-ce que vous avez testé d'autres hormones? Que faisait la LH? Est-ce que vous avez testé ECG ou des choses comme ça? Aucun. Non, on a testé l'HCG, les sous-unités de l'HCG. Parce que en définitive, ça reste surprenant qu'il puisse y avoir une action de cette nature sur un tissu de cette nature, des cellules endothéliales d'aorte. Il y a un problème parce que ça veut dire qu'il y a un récepteur là, à cet endroit-là. Oui. Donc, il y a des récepteurs au niveau de l'endothélium. Oui. De l'endothélium aortique. Oui. Et la deuxième question. Au niveau de l'endothélium de l'aorte de rein, donc au niveau humain, je pense que ça n'a pas été... D'accord. Et la deuxième question, quand vous nous avez rapporté les expériences de substitution avec animaux dont le gène du récepteur de la LH est inactivé, et cette substitution par des sauvages, la question c'est, ces animaux LHR-, sont des chaos complets ou des chaos conditionnels? En fait, ce sont des chaos complets. C'est pas des chaos conditionnels. Alors, s'ils sont des chaos complets, l'endomètre ne peut pas exprimer de récepteur. Non, donc en fait, c'est ça le principe. Si l'endomètre n'exprime pas le récepteur et qu'on a quand même une implantation, c'est que le récepteur, c'est que l'HCG ne sert à rien. Okay. C'est pour ça la controverse, parce que certaines équipes qui ont un chaos complet, donc une mutation complète du gène, n'ont pas obtenu de grossesse. D'autres ont le premier groupe a une inhibition des voies de signalisation, de la transduction du signal. Et là, on a obtenu une grossesse. La seule chose, c'est que le récepteur dans l'endomètre, le récepteur de la LH dans l'endomètre, on n'a pas décrit exactement les mêmes voies de signalisation qu'au niveau gonadique. Donc la question reste ouverte. Je pense que le modèle où on a obtenu des grossesses n'est pas un modèle adéquat. Y a-t-il d'autres questions? Voilà, je crois qu'on va peut-être passer à l'orateur suivant. Non, pardon. Une question, alors une dernière question. Je peux venir par là parce que je crois que d'HCG, oui, ça a été fait. Chez l'humain, ça a été fait. L'analyse des milieux et des profils de sécrétion des embryons pour améliorer leur sélection, pour voir leur capacité à s'implanter. Est-ce que c'est le même profil de sécrétion pour tous les embryons? Est-ce que vous avez pu aller un peu plus loin pour en faire un éventuel critère? Non, alors je ne l'ai pas fait, mais ça a été fait. Malheureusement, ça ne rentre pas dans les critères. Les profils de sécrétion sont différents d'un embryon à l'autre. On peut avoir des embryons qui produisent beaucoup d'HCG et qui vont pas s'implanter ou qui seront des embryons aneuploïdes. Donc c'est pas du tout malheureusement un critère de sélection embryonnaire. Alors pour revenir quand même avec l'enjeu genèse, il y a le modèle quand même des môles, des choriocarcinomes, qui produisent de l'HCG de façon extrêmement importante et qui sont caractérisés par une vascularisation trophoblastique extrêmement importante. Et donc ça, c'est vraiment un modèle in vivo d'exagération de l'angiogenèse liée à l'HCG. Alors, dans l'implantation, il faut savoir que, comme je l'ai dit, l'endomètre, la plupart du temps, il est contraceptif.
Il ne permet pas l'implantation de l'embryon, donc on est toujours dans un mécanisme de contrôle de l'invasion et de l'implantation par le côté maternel, et c'est là toute la complexité. Alors c'est vrai, quand on sort du milieu endométrial et qu'on met de l'HCG sur des anneaux d'aorte, on retrouve un effet. Alors c'est beau, on se dit alors pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas de l'angiogenèse partout, ces femmes enceintes? Je pense qu'il y a des mécanismes de contrôle typiques et spécifiques de l'endomètre qui sont différents du reste du corps humain, et c'est toute la difficulté d'étudier l'implantation. Bien, merci beaucoup.